Bienvenue à toutes et à tous. On est déjà une vingtaine, on devrait être jusqu'à une cinquantaine. En tout cas, il y a une cinquantaine d'inscrits aujourd'hui. Donc, je voulais vous remercier de votre présence. Je sais qu'en ce moment, vous avez beaucoup de choses à faire, notamment des jolis bilans. Et puis après, ça sera la saison fiscale, IR, IFI, etc. Donc, je vous accueille dans ce 44e webinaire. Donc, ça fait une paye. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Davy, que je vais vous présenter dans un instant. Donc, on va vous montrer un petit peu le produit de nos cogitations et d'un certain nombre de réflexions qu'on a eues autour de la gestion des emails et de son automatisation. Et vous allez voir que c'est quand même très intéressant parce qu'on va essayer d'ouvrir une porte vers des sujets encore plus importants, encore plus étendus que la simple gestion des emails. Je pense que ça devrait vous captiver parce que c'est à notre avis quelque chose qui a un grand avenir parce qu'on va y injecter tout ce qui est agent IA. Et donc là, c'est, c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Alors, hop, je laisse passer les 4-5 minutes conventionnelles. On est une vingtaine. Allez, encore un petit effort. À 30, on démarre. Donc, appelez vos amis experts comptables. Il faut qu'on soit à 500 avant de démarrer, sinon je ne commence pas. Un Davy, toi, à moins de 500 personnes, tu Non, t'interdis pas, hein, c'est ce que tu m'as dit, hein. exactement, Ouais. tout à fait. En tout cas, beau temps sur le bassin d'Arcachon. On a du soleil là depuis quelques instants. Toi, tu es sur la Côte d'Azur. Pareil, beau temps Oui, aussi. mais chez vous, le problème, c'est que c'est 300 jours par an, quoi. C'est Ouais. un peu écœurant, quoi. Mais bon, on va pas vous jalouser, on n'a qu'à y aller, et puis après tout, on aura le soleil aussi. Allez, ça monte le compteur. 25. Allez, un petit effort là, on va passer la barre des 30, et puis les derniers retardataires nous rejoindront ou regarderont le replay, puisqu'il y a un replay, comme vous le savez. Je vais rappeler sur l'une des slides d'introduction l'adresse URL qui vous permet d'aller voir la page sur laquelle vous avez tous les replays vidéo, tous les supports diaporamas que j'utilise dans les animations. Donc vous avez tout ça, sauf les quelques jours où la technique nous a lâchés. Ça a pu arriver il y a quelques temps, mais généralement il y a toujours replay plus diaporama au minimum. Voilà, donc allez, une minute et on va absolument démarrer. Bonjour Stéphane, ravi de te voir encore avec nous. Il y a des fidèles comme ça dans nos webinaires depuis plusieurs mois. Ça fait quand même depuis fin 2023 hein, qu'on anime ces sessions. Donc, ça a commencé, on va dire, un an après le début du côté public de l'IA, hein, puisque c'était novembre 2022. Et donc, j'avais lancé les webinaires il y a un an, allez, presque et demi maintenant. Donc, on a eu 44 sessions exactement. Et depuis, plus de 70 flashs sur l'IA dédiés au cabinet comptable. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous afficher. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je vais vous afficher mon écran. Voilà, je pense que là, vous avez sous les yeux, ça y est, ça s'est affiché. Vous avez sous les yeux le titre de notre session. Donc, on va quand même parler beaucoup des emails, hein, mais pas que. C'est un gros sujet. Bah, c'est un gros sujet dont je me moque en tant que vilain consultant qui a pas sa langue dans sa poche depuis des années, dont je me moque assez régulièrement. Mais c'est vrai que dans votre profession, c'est assez extraordinaire de voir la taille des boîtes mail et surtout le volume de mails souvent non lus.
Alors, je ne parle même pas de classé ou répondu. Et là, on va essayer de vous donner une piste très très solide, très sérieuse pour oublier ce cauchemar, comme je l'ai appelé. Bon, même si certains d'entre vous ont mis quand même un certain nombre de choses en place, des règles de classement, etc., ou du classement vertical massif, ou des choses qui oblitèrent l'entrée dans la boîte mail, à savoir du mail in black ou d'autres solutions. Hein, mais c'est un peu violent et ça vous fait perdre quand même pas mal de contenu. Donc c'est un peu dommage, on peut faire mieux aujourd'hui. Hein, c'est un peu une solution qui, à mon sens, vieillit un peu par rapport à l'actualité récente. Alors, ce 28 mars, c'est parti. Je vais vous présenter notre invité surprise. Alors, surprise parce que je ne vous l'avais pas annoncé et pour cause, on ne se connaît pas depuis très longtemps avec Davy. Donc, je lui ai demandé d'intervenir parce qu'on a commencé à engager des choses ensemble. Et je pense qu'il y a un certain avenir dans la logique qui nous unit dans notre façon de penser, hein, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, Davy, qui est un, on va dire, consultant, alors, je ne sais pas si c'est comme ça que tu avais sûrement un titre anglo-saxon un peu ronflant, comme on fait dans les boîtes, voilà, les Tout boîtes, à fait. les très grandes boîtes. Donc Accenture, c'est quand même très connu. Tu as accompagné des très grands groupes, hein, Accor, H&M, Unilever, le WEF, Microsoft, etc. Donc, se dire qu'on peut accompagner Microsoft dans un projet digital, c'est assez marrant parce que c'est toujours pareil, hein. On pense toujours que ces gens-là, pour eux-mêmes, sont capables de faire tout ce qu'il faut. Et puis finalement, c'est pas toujours si évident que ça. Voilà. Et aujourd'hui, après donc un parcours d'une quinzaine d'années donc dans une grosse boîte de conseil et pour le compte de grosses boîtes internationales, aujourd'hui tu as créé ta structure et tu es sur un marché de TPE-PME, voire de TI ou de plus grands comptes, hein, sur la structuration, l'optimisation, l'innovation, mais l'automatisation et la base d'IA qui arrive à fond aujourd'hui est sûrement au cœur de tes préoccupations et de tes prestations d'ailleurs, hein, et on va en parler très longuement aujourd'hui. Donc je te laisse, si tu veux bien compléter cette petite présentation, puisque c'est toi qui m'a offert ces éléments-là. Hein, si tu veux Oui, compléter pour expliquer aussi peut-être sur quel secteur tu as créé des spécialités déjà aujourd'hui et comment tu vois les choses et d'ailleurs on peut comparer peut-être ce que tu fais dans ces secteurs-là avec ce qui se passe dans le monde de l'expertise comptable, simplement pour avoir un petit peu un regard extérieur voilà, sur ces choses-là. tout à fait. Bah, écoute, merci, merci Stéphane. Donc, tout à fait. Donc, j'ai fait une longue carrière dans ce cabinet de conseil. J'ai eu, on va dire, deux vies différentes. La première, qui a duré une bonne dizaine d'années sur des sujets innovation. Donc, différents sujets autour de notamment des chatbots, des agents IA à l'époque. Donc, il y a eu beaucoup d'expertise qui a été créée, beaucoup de propriété intellectuelle sur ce sujet-là. Et après, une seconde vie où j'étais responsable d'équipe internationale pour livrer des projets complexes type Accor. Donc, j'ai baigné dans cet écosystème touristique pendant plus de 3 ans. Donc, c'est une industrie, une verticale qui m'anime beaucoup. Et donc, depuis mon passage en indépendant, donc, ouais, j'ai deux types de cibles aujourd'hui qui sont les TPE, PME, dans lesquels j'essaie d'identifier des verticales dans lesquelles il y a beaucoup de tâches chronophages. Donc, je n'avais pas forcément identifié la vôtre dès le départ et c'est là où on a pu se rencontrer avec Stéphane et on a échangé beaucoup de similitudes dans l'approche, dans la vision, donc sur des tâches qui sont assez chronophages. Aujourd'hui, moi j'ai ciblé toute la partie, on va dire hospitality, donc les réceptions d'hôtels qui sont aussi submergées, un d'appels et deux de courriers. Donc il y a différents éléments que je suis en train d'explorer avec cette niche-là, cette industrie. Et la seconde qui est toute la partie agence immobilière, qui elle aussi a de nombreuses tâches à gérer, qui soit de rentrer les biens, contacter les clients, publier les annonces sur différents agrégateurs. Donc il y a pas mal d'éléments là-dessus. Et aussi voilà, différentes industries sur lesquelles je peux apporter mon expertise. Donc ce qui est intéressant, c'est que les TPE, PME n'ont pas forcément
l'habitude de croiser ce genre de consultant. Donc, c'est cette expertise que j'apporte, cette valeur ajoutée. Donc, voilà, je discute avec beaucoup de personnes, beaucoup d'industries différentes. Hein. J'ai un profil très généraliste sur l'industrie. Et donc, je continue à exploiter ça pour apporter ces années d'expérience et ces années de veille aussi, puisque je fais beaucoup de veille, notamment sur l'IA qui bouge à une vitesse grand V. Donc là, on va parcourir aujourd'hui différents éléments d'innovation. Donc voilà, donc s'il y a des questions, j'y répondrai fortement. Donc Stéphane amènera beaucoup la partie expertise, industrie, expert comptable, et là, je serai plus sur la partie technique. Voilà, après oui, sur les autres industries, oui, mais il y a beaucoup de choses similaires, hein. La gestion des emails, je pense que c'est le gros sujet qui impacte tout type d'employé. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui commencent à émerger, qui permettent de personnaliser la façon dont vous interagissez avec votre boîte mail. Donc il y a pas mal d'éléments à optimiser. Il y a beaucoup de technologies aujourd'hui qui permettent de le faire à grande échelle. Donc c'est l'idée de vous présenter un petit peu certaines visions et une démo qu'on vous fera qui est assez simple pour aujourd'hui, très visuelle, mais qui va vous permettre de vous projeter dans vos propres workflows de travail. Voilà, je sais pas si Stéphane, tu voulais que je couvre autre chose, mais en tout cas, ravi Alors, d'être avec vous. moi, je Et voulais rebondir sur deux choses que tu as dites, parce mhm. que pour nous, elles sont nouvelles, même si pour toi, tu les as abordées dans ces grands groupes il y a déjà pas mal d'années. C'est le sujet des chatbots qui intéresse beaucoup les cabinets, notamment sur des thématiques métiers, des Oui, thématiques, je sais pas, fiscales, sociales, juridiques, etc. Puisque, comme tu le sais, ou en tout cas tu le comprends, un cabinet comptable, d'expertise comptable, ça a plusieurs métiers en réalité, hein, à la fois la compta, la fiscalité, le social, le juridique, le commissariat aux comptes, la mhm. gestion. Donc à chaque fois, sont des technicités différentes, complémentaires évidemment. Et donc c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier-là, hein, de cette industrie-là, comme tu l'as appelé. Et donc les chatbots, moi je les ai évoqués à de nombreuses reprises déjà dans les différents webinaires passés, et j'ai indiqué que faire un chatbot avec un petit GPT dans le chat GPT, c'est assez facile finalement, hein, on peut faire Tout à ça. fait. On affecte quelques documents en termes de référentiel, et après ben, on peut interroger ces documents-là très facilement en posant des questions quasiment en langage naturel, sans grande technique même, hein, dans l'absolu. J'ai évoqué, et ça par contre aujourd'hui c'est... alors déjà les GPTs basés sur des documents, il y a je pense encore aujourd'hui très peu de cabinets qui en ont, même s'ils y pensent, hein. Et encore moins de cabinets qui auraient ce genre de chatbot basé sur, ou relié en tout cas à des bases de données qui sont encore plus puissantes, puisque là, c'est de l'information fraîche qui se rafraîchit en permanence. Et donc, ce qu'on appelle de la RAG ou des choses comme ça permet d'interagir et donc d'interroger ce genre de base de données. Ça, c'est peut-être un sujet sur lequel on pourra reparler. Hein, ça, je pense que ça va intéresser beaucoup nos auditeurs. Donc ça, c'est un premier point sur lequel je voulais rebondir. Et il y a un second point, je dirais, pour voir un petit peu est-ce qu'il y a une différence de monde et une différence de besoins ou de préoccupations entre des grands groupes et des sociétés plus petites avec des organisations moins lourdes? Est-ce que tu penses que bah, ce dont on parle, la gestion des emails, les aspects liés à d'organisation, de la planification, de la gestion d'agenda, etc., est-ce que tu penses que c'est beaucoup moins important dans les petites structures que dans les très grandes? Ou est-ce que tu penses que finalement, bah, c'est même pas une question de taille dans l'absolu, c'est une question que tout le monde a besoin peut-être de gagner du temps et de s'organiser mieux et d'être plus efficace partout, dans des temps qui sont quand même devenus un peu plus durs aussi, hein, en termes de conjoncture économique. Donc, est-ce que ton avis, c'est que bah, il y a des choses qui sont vraiment très superflues pour des petites boîtes, ou au contraire, non, finalement, tout le monde à son niveau a besoin
d'outils et d'intelligence artificielle pour automatiser des choses. Quel est ton avis sur là-dessus? Alors, les deux points, le premier sur la partie chatbot. Moi, je vais repartir 10 ans en arrière. Il y a 10 ans, j'ai commencé à travailler sur les chatbots. On n'avait pas du tout les mêmes technologies. C'était basé sur des armes de décision très déterministes. Mhm. Et l'expérience était assez pauvre au final. On a passé beaucoup de temps à essayer de rendre ces interfaces, ces expériences plus enrichissantes pour l'utilisateur final. Et on était confronté à la technologie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le coût de création d'un chatbot est faible, voire inexistant. Mhm. C'est un vrai sujet aujourd'hui de pouvoir se comprendre, alors pas forcément comprendre comment marche toute la logique, mais comprendre à minima les surcouches qui sont disponibles aujourd'hui pour vous permettre de créer votre propre agent, enfin, assistant personnel, qui permettra d'aller plus vite sur différentes actions. Donc, moi, j'ai bien vécu ce changement de paradigme dans le sens où aujourd'hui, la connaissance, elle est ouais, des vidéos YouTube dans tous les sens qui expliquent X façon de créer votre chatbot. Et aujourd'hui, le coût est assez faible, le coût d'entrée est assez faible. Donc ces chatbots étaient plus des systèmes experts, je dirais, pour revenir en arrière, Ça. que ce qu'on arrive à avoir aujourd'hui avec un LLM qui est capable d'être beaucoup plus probabiliste, mais beaucoup plus riche en termes de réponses, quelque part. Exactement. Avant, il y avait beaucoup d'acteurs très spécialisés dans notamment la partie linguistique, donc qui Mm. cherchaient la partie synonyme de ce que pouvait être la question initiale, l'intention initiale. Mais il y avait beaucoup moins de façons de retomber dans les branches qu'on souhaitait. Donc il y avait quand même des gros acteurs du marché, un type Nuance qui est un des plus gros euh, comment dire, dictaphones, donc ils connaissent bien la gestion des linguistiques. Et même avec des solutions comme ça, on pouvait avoir des expériences déceptives. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a tellement de façons d'introduire une intention et une façon de la reconnaître que on n'a plus ces problèmes de reconnaissance. Et maintenant, une fois que l'intention est reconnue, il n'y a plus aucune branche déterministe, tout est probabiliste. Et en fait, les conversations sont infinies. Et donc c'est là aujourd'hui où on gagne beaucoup à échanger et à poser vos questions dans ces IA qui sont soit généralistes, celles que vous connaissez aujourd'hui, ChatGPT, Claude, Perplexity, ou certaines qui sont plus susceptibles de répondre à vos propres questions. Donc là, ça va être soit des modèles qui sont fine-tunés, enfin, spécialisés dans votre domaine, ou alors, comme disait Stéphane, avec l'inclusion de documents personnels pour que vous puissiez poser vos propres questions à ces documents-là, des documents très riches. Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des modèles type Google Gemini qui a sorti son modèle cette semaine avec 1 million de contextes, donc 1 million de mots dans une même question. C'est Ouais. quasiment un livre entier dans Mm. lequel vous pouvez poser des questions qui vous permettent de résumer le livre. Donc ça peut aller très vite aujourd'hui. Et on assiste à une course hein, après tous les acteurs de celui qui aura le modèle le plus performant. Donc aujourd'hui, ça va très vite. C'est aussi mon rôle hein, de pouvoir veiller et comprendre les tendances qui sortent, qui émergent. Donc on va en présenter une aujourd'hui qui est MCP. Bon, on va essayer de pas être trop technique, mais à minima de comprendre le concept. Mm. Aujourd'hui, c'est un peu la course et voilà, je trouve ça vraiment passionnant. Et donc, bon, mon rôle, c'est de pouvoir expliquer ça de façon simple à des personnes non techniques et à des industries et des niches spécifiques. Donc ça, c'est la première question sur les chatbots. Et la seconde sur, on va dire, la différence entre grands groupes et PME, TPE. Je pense que c'est plutôt je vois plusieurs différences. La première, c'est la maturité numérique. Dans les grands groupes, il y a une maturité numérique qui est très forte, avec des équipes dédiées sur cette veille-là, des équipes d'innovation qui permettent de faire, d'acculturer toute l'entreprise. Donc, ces éléments-là sont pas forcément accessibles aux TPE, PME. Et le second point, ça va être aussi la chasse de ces grands groupes qui proposent ces modèles-là. Ils vont plutôt aller faire enfin, de la chasse dans les grands groupes plus que dans les TPE, PME. Donc Mm. je pense que c'est plus de la visibilité qui est donnée ou pas aux entreprises, qu'elles soient petites ou grosses, pour leur donner plus de contexte et plus de billes pour améliorer
leur activité. Mais sinon, la finalité est la même pour les grands et les petits groupes. Le but, c'est de pouvoir gagner du temps, être plus productif et passer du temps sur la valeur ajoutée. Là où voilà, répondre à un email enfin le sujet de l'email qui revient 2 fois par jour. Voilà, ça, c'est dommage de perdre du temps à écrire une réponse alors que ça pourrait être automatisé très rapidement. Donc c'est un J'ai peu voilà, la partie visibilité et la partie accessibilité voilà, dans les deux types d'entreprises. D'accord. Alors j'ai une question de Stéphane qui nous demande, existe-t-il un différentiel de niveau d'IA entre les pays actuellement? Est-ce que toi, tu as pu déjà, même si on remonte quelques années en arrière, voir que, je sais pas, certains pays étaient déjà plus en avance que d'autres ne l'étaient Alors, niveau européen, jusqu'à présent, on n'était pas les meilleurs. On a, je pense, beaucoup d'ingénieurs très performants, mais qui en général partent dans d'autres pays. Aujourd'hui, on est sur ce sujet d'IA très drivé par les États-Unis. Les Chinois sont aussi très forts en ce moment. En fait, la course, elle est tellement effrénée que la concurrence, une personne qui va créer un nouveau modèle va faire beaucoup de démos avec un effet waouh rapidement. Les autres vont continuer à aller plus vite. Donc ça va, je pense qu'il y a très peu de limites aujourd'hui. Je pense que de mon point de vue, ça pourrait être encore mieux encadré pour limiter un petit peu ces avancées-là, parce que ça va vraiment, je pense, trop vite à mon goût. Hmm. Et voilà, les Chinois, ils ont sorti DeepSeek il y a un mois et demi, qui a secoué un peu tout le monde par rapport au coût nécessaire pour faire tourner le modèle par rapport à tout ce qui existait sur le marché. Et 2, 3 jours après, OpenAI a sorti un modèle similaire très rapidement. Donc c'est vraiment une course effrénée. Ouais, Et côté européen, ben, en France, on rattrape le retard avec Mistral. Mistral qui est notre fleur de lance côté IA, qui aujourd'hui voilà, commence à proposer des modèles bah, très intéressants, voilà, qui sont de base européens. Après, les équipes sont un peu éparpillées, mais en tout cas aujourd'hui, il y a une différence entre les pays, mais ça se rattrape, on va dire, graduellement avec le temps et suivant les avancées de chacun. ok, ok. Bon, écoute, on va engager notre programme. Merci de ces réponses. Bon, c'est vrai que moi j'ai la sensation qu'effectivement, il y a eu l'époque où on avait une grande nouveauté tous les 6 mois, puis après c'était tous les 3 mois, tous les mois. Maintenant c'est toutes les semaines, voire presque tous les jours. Donc il y a une accélération totale. Et je crois que l'autre grand problème, c'est qu'il y a cette accélération génère à la fois une richesse d'informations en face de soi quand on pose une question. On s'aperçoit qu'on a de plus en plus à la fois de qualité, mais également de quantité au niveau des réponses. Donc, ça veut dire que ça nous oblige à structurer l'information énormément, à la digérer, à automatiser des choses. Et justement, ça va être tout notre sujet, hein. Donc ça, c'est un point. Et puis, c'est là où c'est compliqué aussi, c'est que le produit qui lave plus blanc que blanc, il sort tous les jours, quoi. Et donc, à un moment donné, on est bien obligé de se poser un peu, de dire, bon, voilà, j'arrête, je fais certains choix. Je vais vivre avec 1 an, 2 ans, 3 ans, sûrement pas 10 ans ou 20 ans, parce que ça va beaucoup trop vite. Mais à un moment donné, il faut bien se poser et puis avancer, quoi. De toute façon, on peut pas passer son temps à attendre, parce que attendre, ça veut dire qu'on va changer d'avis toutes les semaines, quoi. Donc, c'est pas jouable, à mon avis. Alors, je fais un petit rappel. Merci, Davy, pour ces quelques informations déjà. C'est toujours très intéressant de se confronter à des gens qui ont ton expérience et également par rapport à d'autres secteurs d'activité. C'est intéressant. Euh, je vous rappelle à toutes et à tous qu'on a une page de replay avec les supports diaporamas que vous voyez chaque semaine qui est sur ce lien-là. Donc vous pouvez aller les consulter, les charger, etc., hein. Et puis, je vous rappelle également que en suivant ce dont j'avais parlé sur la facture électronique, on a construit quelque chose nous. Alors, il y a marqué 2026-2027 en bas. C'est 2026-2028 maintenant, puisque a priori, il semblerait que pour la partie
émission de factures électroniques s'est repoussée pour les TPE à septembre 2028, si tout va bien. Bon, il faut encore que ça passe dans les circuits politiques, au Sénat, ou je ne sais pas trop où, pour être, euh, pour être confirmé. Mais il semblerait qu'on ait repris encore un petit délai de retard par rapport à ce qui était déjà prévu. Donc, n'oubliez pas qu'on a fait un travail qui va être disponible dans quelques jours et qui va vous permettre de procéder au déploiement de tout ce dispositif facture électronique sur vos clients avec l'aide de l'IA pour gagner du temps partout avec des formulaires, avec des documents types, avec des workflows. Je vous en reparlerai dans quelques jours ou quelques semaines, on va dire. Mais sachez que ça existe, que c'est disponible bientôt et que si vous attendez, ça sera un peu plus cher. Voilà, donc c'est un peu un prix de lancement pour les gens bien informés comme vous qui êtes présents dans les bons coups et dans les bons webinaires. Bon, ce petit rappel un peu commercial avant de vous donner le programme de cette session. Donc, je vais faire un petit rappel sur un thème que j'avais déjà abordé à une ou deux reprises sur, à mon sens, le temps qu'un expert comptable peut regagner dans son agenda à l'année. Hein, et c'est pas 10 heures, c'est pas 20 heures, c'est 500 heures à mon avis. Et pour moi, c'est qu'une première étape. Ensuite, on vous expliquera avec Davy que les automatisations qu'on sait mettre en place aujourd'hui sont passées, comme il le disait il y a un instant, de déterministes à agentique, donc probabiliste, avec de l'IA. Ça veut dire qu'il y a une beaucoup plus grande richesse en termes de souplesse de l'agent qui finalement va se comporter quasiment comme un être humain qu'on a formé, à qui on a donné des outils, des instructions. Et ben, l'agent IA, il va prendre des décisions quasiment tout seul, en toute autonomie. Alors évidemment, avec des points d'arrêt, avec des sécurités, avec toutes sortes de choses pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Mais sachez que c'est d'une puissance, on va commencer à vous y faire goûter un petit peu tout à l'heure. Ensuite, on va vous parler d'une. Alors, quand on dit la stack, c'est un mot un peu technique déjà, qui dit un peu, c'est la brique, l'ensemble d'outils que vous pourriez avoir pour avoir un cabinet complètement automatisé, ou en tout cas sur beaucoup de processus automatisés, avec un outil no-code. Je vais parler de N8N. J'ai beaucoup parlé de Zapier et de Make il y a quelques mois. Hein. On va parler de N8N parce qu'il a pris un grand coup d'avance aujourd'hui. On parlera de serveurs, on parlera des MCP. Vous allez voir, je l'ai évoqué un peu la semaine dernière. Peut-être d'avoir aussi sur un serveur propriétaire, ou en tout cas dont vous êtes le locataire privilégié, on parlera aussi d'IA locale comme Oliama, autre chose comme ça, où on l'évoquera en tout cas, parce que je sais que ça répond à des préoccupations de sécurité et de confidentialité qui sont fortes dans votre métier. Hein, donc ça sera notre troisième temps de la présentation. On va vous présenter une brique d'automatisation qui va être disponible aussi bien pour Outlook que pour Gmail et qui permettra de faire énormément de choses en termes de traitement des emails, hein, et qui va vous permettre de gagner au bas mot 1 heure par jour à éviter soit de rien faire du tout et de laisser s'entasser les choses, soit au contraire d'y passer trop de temps et d'y perdre votre énergie. Et puis, je ferai une extrapolation vers un ensemble, tout un écosystème, comme je l'ai appelé, très puissant, fait de briques, hein, de stacks qui chacune vont gérer des thématiques différentes, mais qui vont pouvoir s'interconnecter les unes avec les autres. Et c'est vrai que la souplesse des outils qu'on va vous montrer dans la partie 3 de la présentation va vous permettre d'envisager qu'on pourrait avoir des systèmes vraiment très puissants, mais aussi très personnalisés et très maîtrisable pour vous, à des coûts très intéressants également, qui vont vous faire gagner des centaines d'heures si vous êtes en très petit cabinet, mais aussi des milliers d'heures ou des dizaines de milliers d'heures si vous êtes déjà plusieurs dizaines ou plusieurs centaines dans un cabinet. Là, c'est colossal. C'est colossal. Bon, le thème prochain, alors j'ai repoussé l'anonymisation des fichiers, j'ai repoussé justement le sujet un petit peu sur la santé parce que je sais que là pendant encore au moins 2 mois, vous allez bosser comme des fous furieux
pour boucler les bilans, les déclarations fiscales, pour certains d'entre vous, même le commissariat aux comptes, le juridique, mais bon, c'est moins vous le juridique en principe, mais il peut y avoir des commissariats aux comptes aussi, donc jusqu'à fin juin, souvent, vous êtes relativement sous l'eau, donc ça laisse encore avril, mai, juin, donc encore même 3 mois compliqués. Hein, mais là, il faut son outil numéro un, c'est quand même avant l'IA, largement avant l'IA, c'est la santé. Voilà, donc on en reparlera. Donc j'ai voulu dégager toute cette session-là pour parler vraiment des automatisations, de la gestion des emails, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est la brique numéro un en termes de gain de temps immédiate, tout de suite, qu'on peut vous procurer. Et Davy va nous aider à parler de ça et à nous montrer un petit peu les choses. Alors, je rappelle un tableau que j'avais déjà proposé il y a quelques mois en arrière sur la décomposition du temps de travail, hein, de l'agenda, on va dire, annuel d'un expert comptable, où j'ai dit, un expert comptable sur une année entière, c'est à peu près 2500 heures. Voilà, à part des martiens qui passent la moitié de ce temps-là, mais qui doivent être extrêmement bien organisés déjà. Mais pour la plupart d'entre vous, malheureusement, c'est plutôt 2005. Ça veut dire qu'il se passe beaucoup de temps dans tout ce qui est rendez-vous, réunions et déplacements à l'extérieur. Il se passe du temps dans la production, forcément. Il se passe du temps dans la gestion back-office du cabinet, donc hors client. Et il se passe du temps sur les réflexions que vous avez en termes de stratégie, en termes de recrutement, de méthode, de qualité, de tout ce que vous voulez. Et tout ça, on sait gagner du temps là-dessus. Pour moi, 250 heures ici, une centaine d'heures ici, une centaine d'heures là et 50 heures ici. À la sortie, c'est quand même 500 heures, 50 jours. Bon, j'ai décidé que vous alliez bosser 10 heures par jour. C'est peut-être moins pour certains d'entre vous et peut-être plus dans les grosses périodes pour d'autres. Mais en tout cas, c'est une moyenne que je vais vous donner. À mon avis, si 500 heures, c'est une première étape, je pense qu'on peut les gagner en un an ou deux, pas plus, en un an ou deux, en mettant en place quelques automatisations bien senties, bien pensées, et on va faire en sorte de vous les procurer. Euh, je pense que vous pouvez vraiment gagner ce temps-là. Et donc, à partir de là, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est en train d'évoluer, et peut-être avec l'aide de Davy aussi, qui va peut-être compléter mes propos. Quand on parle d'automatisation, si vous vous rappelez, j'ai montré beaucoup de schémas qui étaient des schémas de création de workflow dans un outil qui s'appelle Make. Hein, si vous vous rappelez les sessions précédentes, donc on voit, c'est très visuel, on voit des modules comme ça qui s'enchaînent les uns après les autres et qui font transiter de l'information jusqu'à l'objectif final qui est de sortir quelque chose. Bon, ces automatisations, jusqu'à présent, y compris dans ces outils no-code, elles étaient relativement déterministes, exactement la même chose que ce que disait Davy tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on faisait des branches, et puis d'une branche, on avançait vers un autre module, et ainsi de suite, mais c'était un peu en mode système expert, et il n'y avait pas vraiment beaucoup de souplesse, hein. Quand ça partait dans une branche, ça sortait pas de la branche, quoi. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer vers quelque chose qui est plus agentique, et c'est la grande révolution de cette année 2025. Ça fuse de partout. Là, en termes de nouveautés, c'est monstrueux ce qui sort au niveau des agents actuellement. Et là, l'idée, c'est que l'agent IA, il va être capable d'être doté d'un certain nombre de capacités et donc d'instructions. Il va être doté d'outils. Il va être reliable à d'autres agents et à d'autres workflows. On va essayer de vous décrire ça avec Davy là dans un instant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui était très déterministe, qui avançait dans une file et après qui pouvait plus sortir de la file jusqu'au bout de la chaîne, aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut faire des allers-retours, on peut sauter d'un module à l'autre, on peut zapper certaines étapes en fonction de certains cas, etc. Et là, la richesse, ça veut dire qu'on se rapproche avec les agents IA d'un mode de fonctionnement que vous donneriez à un être humain dans le cabinet et avec des résultats qui sont quand même assez fascinants, puisque c'est une efficacité absolument redoutable, parce que ça peut fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que en principe, sauf s'il y a une panne de courant ou une panne d'Internet, ça tombe, ça travaille 24 heures sur 24, évidemment,
et c'est pas malade, ça n'a pas de problème, ça a pas de problème particulier, ni psychologique, ni quoi. Ça tombe pas en burn-out. Voilà. Donc c'est d'une puissance absolument énorme. Rappelez-vous aussi, je vous ai parlé de RPA il y a quelque temps. C'est pas perdu, c'est une brique supplémentaire. On l'évoquera tout à l'heure. Donc les agents IA, voilà ce que ça permet de faire et ça permet d'être beaucoup plus autonome, beaucoup plus souple et de s'adapter en permanence à ce qui se passe et à l'information dont on est les maîtres à un instant T. On peut voir que à un moment donné, c'est pas cette branche-là qu'on va prendre parce que en fonction de la data qui nous est arrivée, on va peut-être faire un choix différent. Et là, c'est quand même assez fascinant de voir ce qu'un agent est capable de faire. Alors, typiquement, Et les... pour compléter, Stéphane, sur la Oui, partie tendance, ouais, bon, je pense qu'il y a un peu de lag avec ta caméra, mais ce que je disais, il y a un mois, là, j'ai eu la chance d'aller à un événement sur Cannes qui était le WICF, c'est le festival de l'IA en France. Et il y avait beaucoup d'acteurs du domaine de l'IA, notamment des gros acteurs type IBM et Amazon. Ils ont sauté le pas, ils n'ont pas fait d'automatisation en direct, mais maintenant ils sont sur l'agentique. Donc ils ont des solutions d'agents IA. euh, Toutes ont leur propre solution. Donc c'était incroyable de voir autant de sessions sur la partie agentique. Ça devait être au moins 60% des sessions qui étaient disponibles. Donc c'est une vraie tendance. Et vous pouvez même aller voir sur Google Trends et taper agentique. Vous allez voir une explosion depuis fin décembre. Donc là, il y a un vrai sujet sur comment vous équiper de ces outils-là qui prennent des décisions seuls, de façon autonome, et appellent des bons outils derrière. Donc c'est une vraie tendance actuelle. hmm. Ok, merci. Donc là je revenais sur le principe d'une automatisation, là en l'état de ce que vous voyez relativement déterministe, puisque à un moment donné, on traite des emails, donc là on parle d'Outlook en l'occurrence, mais une fois que l'email est classifié, il emprunte une certaine branche et après il sort plus de la branche, il va jusqu'au bout de l'histoire. Bon. On a fait la même chose pour Gmail et ça, on vous montrera ce processus-là parce qu'on est en train de le peaufiner et de le terminer et puis on va pouvoir livrer des premiers cabinets bientôt et Outlook très très vite aussi de toute façon. L'idée, c'est que c'est déterministe, mais il y avait déjà au cœur d'un processus déterministe un peu d'IA, hein, puisque comme vous le voyez, il y a des modules hein, qui parlent de créer un brouillon, de créer un email, de créer un résumé, de créer un récap pour le comptable qui va traiter telle ou telle information de facturation, de je ne sais quoi. Bon, donc ça veut dire que déjà, on commençait à intégrer de l'IA au cœur de processus no-code, hein, donc relativement déterministes. On va voir qu'avec l'arrivée des agents, on va changer, donc on reviendra sur ce workflow dans un instant. Simplement, je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'on a en tête. Sur ces histoires d'agents, on va parler un peu de N8N aujourd'hui parce que je pense que c'est vraiment un outil qui est très en pointe actuellement et qui a surtout un certain nombre de propriétés qui vont beaucoup nous intéresser dans votre profession. Bon, cet outil-là, on peut très bien se le monter sur un PC local avec Internet, hein, et on peut soit se l'installer directement sur le PC puisque c'est open source. Alors ça, c'est l'une des grandes propriétés et c'est intéressant puisque du coup, c'est gratuit. On peut se l'installer en local. Ensuite, on peut aller carrément sur le cloud et sur le site de N8N pour se faire héberger sur leur serveur et actionner nos workflows, donc nos automatisations, sur leur serveur. Alors là, on revient sur des coûts d'abonnement assez conventionnels qu'on connaît tous et toutes, à savoir bah, des choses qui coûtent X euros par. Alors ça dépend ça dépend de chaque métier, mais là en l'occurrence, ça va être lié à des volumétries des volumétries comment dire d'appels justement des différentes branches du workflow L'opération, voilà, d'opérations, chercher le mot, merci, qui vont s'incrémenter. Et donc, à un moment donné, bah, plus les volumes seront importants, plus évidemment l'abonnement va monter en puissance et ça peut finir par des montants quand même très élevés. Et puis, on a une troisième solution vers laquelle on se dirige
dans notre réflexion et même dans l'opérationnel, puisque même moi, comme un grand, alors je suis pas un grand développeur et ni un no-codeur d'ailleurs, j'ai réussi à faire ça tout seul. Voilà, comme disait Davy, une bonne vidéo YouTube ou alors des petits cours sur Internet, et on arrive à faire des choses quand même assez incroyables. J'ai pu prendre un serveur, ce qu'on appelle un VPS. Alors, pour ceux qui connaissent un tout petit peu les aspects de l'hébergement, aux deux extrêmes, vous avez le serveur mutualisé, hein, qui est le serveur un peu bas de gamme pour les petits volumes, voilà, qui coûte pas cher, mais voilà, les temps de réponse et le service est vraiment dégradé au minimum. Et puis, tout en haut, vous avez le serveur dédié qui, lui, peut coûter assez cher, voire très cher. Mais là, par contre, c'est votre serveur à vous, vous faites ce que vous voulez dessus. Vous êtes totalement, je dirais, même si vous êtes locataire, mais vous en êtes le propriétaire le temps que vous payez, évidemment. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous avez du service, etc. Le serveur VPS, c'est un peu au milieu. C'est-à-dire que ça permet d'avoir presque les capacités du serveur dédié sans en avoir les coûts, mais en ayant quand même une autonomie, la responsabilité, un certain nombre de choses. Et vous pouvez avoir dessus des choses qui vous intéressent. Et là, notamment, en l'occurrence, j'ai vu une offre très intéressante qui permet non seulement de louer ce serveur, VPS, mais également d'avoir N8N préchargé sur le serveur. Donc pas besoin de faire de l'installation, parce que là c'est un peu technique de faire une installation de N8N sur un serveur, sachant qu'après si on veut en plus mettre le protocole MCP par-dessus, c'est encore de l'installation avec des commandes, etc. Donc ça devient un peu touchy le truc. J'ai réussi à faire les deux tout seul. Bon, l'hébergeur, en l'occurrence, j'ai pas d'accord avec eux pour en parler, mais ça s'appelle Hostinger. Donc, ils font pas mal de publicité en ce moment un peu partout. En tout cas, ils ont une offre qui coûte quelques sous, quelques euros par mois, pour avoir son serveur VPS avec N8N dessus, etc. Et là, vous payez plus d'abonnement à part l'hébergement au serveur. Et donc là, c'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est que, un, bah, c'est disponible 100% du temps. Deux, vous maîtrisez vos coûts. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de surprise. Trois, vous pouvez personnaliser totalement ce que vous allez mettre dessus. Donc, si vous voulez des workflows standards, mais que vous voulez à la marge modifier les choses parce que vous avez des outils un peu spécifiques, c'est possible de personnaliser un petit peu. Vous êtes indépendant, hein, vous êtes autonome et vous êtes chez vous, hein, c'est un peu votre maison. Et vous pouvez mettre de la sécurité autour, ce qui fait que, ben, voilà, si vous avez un truc au cabinet, c'est pas un serveur qui est au cabinet, c'est l'avantage du SaaS aussi, mais c'est quand même vous qui commandez. Voilà. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Davy, parce que tu es nettement plus technique que moi Non, sur ce mais sujet-là. c'est très clair. Juste les options 2 et 3 permettent aussi donc d'être accessibles sur Internet, ce qui n'est pas le cas de la version locale, enfin pas nativement. Donc il y a des intégrations qui peuvent se faire avec des logiciels compta sur on va dire des déclencheurs automatiques qui doivent être accessibles via Internet. Donc, imaginons sur un outil où vous déposez une facture, ça va vous ça va vous déclencher un workflow. Et pour pouvoir déclencher cette partie-là, il faut que le serveur soit accessible via Internet. Donc, l'option 2 et 3 est la partie la plus viable. Euh, mais la partie 3 c'est un mix de local et de cloud au final. Mhm. Donc ouais, mais sinon, c'était très clair. Rien d'autre à ajouter. Ok, ben, merci. Alors, si on parle maintenant d'un agent IA, je reviens là-dessus parce que je l'avais déjà évoqué il y a quelques deux ou trois sessions en arrière. On va revenir dessus, mais on va aller plus en détail. Si vous voulez qu'un agent IA fonctionne, il a besoin de moyens de communication. Il a besoin d'avoir accès à un LLM, sinon on n'a pas la souplesse, on n'a pas l'adaptabilité dont on a parlé tout à l'heure. Il a besoin d'accéder à des outils, et c'est là où vous allez voir que le protocole MCP est un truc absolument génial, et je pense qu'on en parlera de plus en plus aussi dans la profession, parce que dans la profession, on a beaucoup d'outils de production, notamment compta social, juridique, audit et encore plein d'autres, des outils d'OCR, etc.
Et le problème, c'est que à chaque fois, c'est la croix et la bannière pour les faire communiquer, quand ils veulent bien communiquer, quand il y a des API publics ou pas, etc., etc. Et là, avec ce protocole-là, on arrive à faire des choses absolument étonnantes parce que, de fait, c'est un protocole qui est né il y a très peu de temps. Je crois que c'était novembre 2024, si ma mémoire est bonne, et c'est Oui. Anthropic qui a lancé ça. Et depuis, OpenAI, Microsoft, Google, enfin tous les grands du secteur se sont ralliés au protocole parce ils y ont vu, bien sûr, l'intérêt global de toute l'industrie de l'IA et des logiciels en général. Donc, ça va être un protocole de fait qui va sûrement s'étendre à vitesse grand V maintenant. Et ces problèmes d'API où il faut à chaque fois localement, outil par outil, et donc éditeur par éditeur, avoir les spécifications techniques, avoir l'accord contractuel, avoir, etc. Si l'éditeur veut bien ou pas, etc. Enfin bon, c'est juste un enfer. Et puis s'il y a un changement dans la structure de la base de données, votre API, elle est morte, il faut recommencer, donc il faut faire de la maintenance en permanence. Bref, c'est compliqué. Et là, voilà, là, on est arrivé à un stade où cette standardisation va être vraiment un bonheur. Ensuite, il faut donner de la mémoire à votre agent, c'est-à-dire que l'agent, il faut peut-être lui dire, bah, tiens, tu dois retenir les 10 derniers événements, les 10 dernières interactions que tu as eues quand tu as passé le truc, les opérations dans le workflow, et donc on lui donne une mémoire plus ou moins importante en fonction des besoins. Et puis on a besoin d'un prompt, une sorte de prompt système qui donne un peu je vais expliquer plus loin les instructions générales, et éventuellement, évidemment, puisqu'on a affaire à de l'IA, le truc va être capable de nous faire, bah, justement, quand on fait un brouillon d'email en réponse, l'IA va avoir une importance ici dans des points un petit peu ponctuels. Donc cet agent IA, voilà, si je fais un petit schéma, voilà à quoi ça ressemble, hein. Cet agent qui est au cœur, il est outillé avec tout ça autour de lui. Et si je prends, voilà, maintenant un schéma un peu plus complet, donc là j'ai fait une copie d'écran d'un exemple d'agent IA qu'on peut créer, par exemple dans N8N, puisque là c'est une copie d'un écran de N8N, donc cet outil de no-code qui est vraiment très avancé avec de l'agentique. Et donc à l'entrée vous avez un input, donc ça peut être quoi? Ça peut être un message tout simplement par un chat, ça peut être un email, ça peut être Slack, ça peut être un un coup de téléphone. Ça peut être d'autres workflows qui sont en amont et qui vont vous amener de la data ici. Et puis, au niveau LLM, puisque là, dans mon exemple, j'ai OpenAI qui est cité, très souvent, on met la version 4O mini, qui est la version la plus éco aujourd'hui, voilà, pour faire dans des automatisations comme ça, c'est l'une des moins coûteuses et l'une des plus efficaces actuellement. Bon, ça peut changer parce que peut-être avec DeepSeek ou avec Mistral ou avec encore d'autres, peut-être il y aura des IA qui vont devenir encore plus performantes et encore plus gratuites. Enfin, plus gratuites que gratuites, c'est pas facile, mais bon, en tout cas, qui en coûté quasiment rien ou très peu. Voilà, donc là, on a accès à des modèles différents. Et donc ça permet de mettre des prompts pour donner les instructions et tout un contexte à l'agent, hein. Donc le prompt, ça lui donne un peu le scope, ce qu'il a le droit de faire, son environnement, etc. Et ce qu'on lui donne comme droit, évidemment, parce qu'on ne veut pas non plus que l'agent parte en vrille à nous faire des conneries, pardon pour le mot. Ensuite, donc, on lui donne de la mémoire, hein. Donc on lui demande éventuellement de stocker des interactions passées pour pouvoir s'en resservir. L'avantage de ça étant peut-être aussi d'améliorer peut-être les performances de l'agent au fil du temps, hein. Je ne sais pas si je me trompe en disant ça, David, mais je pense que peut-être que c'est important de stocker un certain nombre de choses qui permettent à l'agent d'être plus pertinent au fil du temps. C'est ça, oui, tout à fait. Ensuite, on peut mettre des outils. Alors, les outils, c'est illimité. C'est un truc complètement fascinant. C'est que, bon, là, j'ai un prompt qui permet de faire des choses en liaison avec le site d'Airbnb et les datas d'Airbnb. Euh, mais là, il y a des listes de plusieurs centaines d'outils qui sont connectables directement. Et puis, on peut aussi se connecter à Make ou se connecter à Zapier, qui eux-mêmes ont des accès à des milliers et des milliers d'outils derrière. Donc, des fois même indirectement, si je comprends bien, on peut arriver à, en passant par des voies un peu détournées, à aller chercher des liaisons vers des outils qu'on n'avait pas forcément en direct sous N8N. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, mais je pense qu'il doit y avoir moyen d'être astucieux là-dessus. Et quand on regarde
l'ensemble des outils dont l'agent dispose, en fait, bah, c'est favorisé par justement ce protocole MCP. On va l'appeler une super API, c'est-à-dire que c'est une API par le fait qu'elle est, voilà, c'est un modèle standard qui fait que bah, tout le monde va se raccrocher à ce standard et que donc ça va faciliter, ça va fluidifier les relations entre plein d'outils entre eux. Et ça, pour se brancher aux outils et donc forcément aux data qui sont derrière les outils, c'est vraiment une très bonne nouvelle, ce truc-là. Et Peut-être puis, que je peux rebondir là-dessus si tu veux, Stéphane, sur la oui, bien partie sûr, MCP. bien sûr. Là, c'est un exemple avec Airbnb. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un outil, donc chaque cercle que vous voyez, c'est normalement une action que vous configurez. Par exemple, si on regarde la partie Airbnb, vous allez avoir un cercle qui va être la recherche. Vous allez avoir un cercle qui va être de créer une annonce sur Airbnb, une qui va être enfin, de répondre à une annonce. Donc, en fait, on peut arriver facilement à 20 actions différentes, donc 20 cercles différents. Et là où MCP est génial, c'est que pour un outil qui est type Airbnb, on n'a besoin que de deux boîtes. Une boîte qui va dire voici ce que tu sais faire, enfin ce que tu peux faire avec les paramètres requis, et une boîte qui exécute. Et c'est l'agent qui va, en gros, lire tout ce qui est disponible dans Airbnb et comprendre la requête, l'intention de l'utilisateur, comprendre ce qu'il peut faire, et une fois qu'il sait ce qu'il doit faire, compléter, enfin, appeler les bons paramètres, enfin, rajouter les bons paramètres à l'action qu'il veut faire et demander à l'utilisateur si les paramètres sont manquants. Donc en fait, tout est fait automatiquement par le biais de l'agent. Et avant, quand j'avais ces 10 boîtes-là, il fallait que je précise dans le prompt que tu as 10 outils qui font ces éléments-là. Et ce qu'ils ont réussi à standardiser, donc Anthropic, donc, qui est Claude derrière, et suivi, adopté par OpenAI et Microsoft, qui est un très bon signal quand même pour ce standard, en fait, explique quelles sont les actions possibles avec les paramètres requis. Donc en Mm. fait, on se retrouve à avoir des schémas beaucoup plus simples et une autonomie quasiment totale par l'agent. Ouais, Voilà, ça, je te redonne la main. c'est d'une puissance extraordinaire. Et donc, pour boucler notre processus, en fait, notre workflow, derrière, donc le workflow va sortir un output, donc un livrable quelque part, qui est son objectif, hein. Et de la même façon qu'en entrée, j'avais une sorte de déclencheur qui arrive via un message, via différentes formes, dans le même esprit, je peux avoir les mêmes choses qui sortent de mon workflow. Et donc, ça peut même boucler, reboucler et se lier avec d'autres workflows. Ça veut dire que là, et je vous donnerai un schéma tout à l'heure là-dessus que j'imagine pouvoir développer pour les cabinets dans quelques temps. Je pense que si on a une sorte de workflow déjà qui traite les emails entrants, qui permet de déclencher des actions derrière ça, en fonction de catégories d'emails entrants, et que derrière, ça génère un certain nombre de choses, de tâches par exemple, ou de planification dans un agenda, ou encore d'autres choses, eh ben, on va pouvoir aussi aller créer un workflow qui va, par exemple, prendre les tâches qui ont été affectées ou les rendez-vous qui ont été programmés et les gérer dans d'autres workflows qui vont aller plus loin et qui vont chaîner et s'enchaîner entre eux pour vous permettre d'exécuter, je dirais, l'ensemble un peu de la vie du cabinet. Hein. Quand je dis ça, c'est peut-être un peu abstrait, mais en tout cas, tout ce que vous faites par des interactions humaines, par des envois d'emails entre vous, des reroutages de mails, tout ce que vous faites oralement, par téléphone, par WhatsApp, enfin, etc., face à un client, etc., etc., il y a des tas de choses que vous allez pouvoir mécaniser totalement euh, pour vous débarrasser, alors je reviens là-dessus parce que c'est souvent un reproche qu'on peut nous faire. L'objectif étant pas d'arrêter les relations humaines, évidemment pas, et encore moins de remplacer, je dirais, les savoir-faire, les capacités humaines et un certain nombre de créativité, de technicité élevée qu'ont les experts comptables ou d'autres collaborateurs du cabinet. La question n'est pas là du tout. C'est au contraire de vous débarrasser de toutes ces tâches à non-valeur ajoutée qui vous bouffent du temps, qui vous empêchent justement d'aller vers le conseil, d'aller vers des services, d'aller vers des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus productives pour tout le monde, que ce soit en interne ou pour les clients. C'est ça qui nous anime quelque part, c'est d'occuper le terrain sur tout ça pour s'en débarrasser massivement, gagner 20, 30, 40, 50% du temps qu'on dépense
entre guillemets, bêtement aujourd'hui, sans valeur ajoutée, pour aller uniquement vers la valeur ajoutée au maximum, quoi. Et c'est ça notre objectif quelque part. Donc quand on a vu ça, si maintenant on revient, alors je vous donne deux exemples ici par exemple, ça peut être, voilà, on envoie une demande pour organiser une réunion par email, l'agent IA, il consulte l'information qui est rentrante, il est capable de stocker une information dans Google Sheet, il est capable d'aller consulter l'agenda d'une personne, de stocker le rendez-vous dans son agenda et éventuellement de renvoyer un mail en disant OK, c'est fait, l'agenda, ben, j'ai vu qu'il y avait telle plage qui était libre, donc j'ai fait ça. Voilà, donc maintenant sachez que la réunion, elle est organisée, elle est là. Rappelez-vous qu'il y a quelques semaines en arrière, on avait fait des démonstrations de notre robot conversationnel. Donc là, c'était un agent IA, mais qui passe par de la voix, hein. Et donc, sur un déclencheur, le robot était capable d'émettre un appel téléphonique. Il était capable d'avoir une conversation interactive avec le client final. Et il était capable, une fois que le client lui avait fait une réponse, de ramener la réponse dans une base de données. À l'époque, je vous avais montré ça dans Airtable, mais ça pourrait être dans autre chose, peu importe. Ça pourrait être dans une Google Sheet ou autre chose. Et ça permettait après de savoir que, bah, je sais pas, il y a un rendez-vous qui a été pris, ou le client s'est engagé à renvoyer les deux factures manquantes au plus tard tel jour, etc. Et donc, on peut rebondir là-dessus après. C'est-à-dire que le robot, une fois qu'il a la réponse du client, il peut réenchaîner en disant, ah, ça fait 8 jours que le client m'a promis un truc. Et par rapport à la date à laquelle il avait promis, il s'est rien passé. Hop, le robot, poum, il relance un appel. Et là, c'est pas à vous de vous farcir la tête de tout un tas de choses auxquelles il faut penser, parce que ça embourbe tout à fait vos collaborateurs aujourd'hui. Là, dans la période de bilan que je connais plus que bien, puisque ça fait des années et des années que j'accompagne les collaborateurs et les cadres de cabinet pour optimiser leur période fiscale. Aujourd'hui, ils lancent des tas de dossiers. Et à un moment donné, ils se retrouvent en multi-dossiers, multitâches, hein, confère la théorie des contraintes et les goulots étranglement. Et le problème, c'est que comme ils ont des tas de bilans qui sont commencés et pas terminés, des projets de bilan, eh ben, l'expert comptable, il attend en bout de chaîne. Et quand il les recevra, il jouera le rôle de goulot étranglement. Et voilà, ça y est, on est dans les cordes. On se retrouve à mi-mai ou à fin mai ou pire. Et là, c'est exactement tout ce qu'on veut pas, quoi. Donc, si vous voulez, tous ces processus-là qu'on vous montre, l'objectif, il est vraiment de vous sortir de cette galère quelque part qui est récurrente chaque année et à laquelle j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, mais peut-être pas vous parce que vous êtes présents dans ce webinaire, mais beaucoup d'autres qui assistent à rien parce qu'ils sont sous l'eau, etc. Ils n'ont même pas le temps de lever le nez pour prendre une heure et réfléchir. Et je pense que ces gens-là se sont résignés à vivre chaque année la même période fiscale aussi difficile. Ils se disent, voilà, j'ai 6 mois ou 4 mois pourris, je le sais, c'est mon métier, c'est comme ça, je suis résigné. Maintenant, je suis désolé, maintenant avec l'IA, on peut arriver à ne plus être résigné à ça, parce qu'on peut tout à fait faire des choses assez extraordinaires. Et le fait qu'on ait ces agents IA qui sont autonomes, qui sont souples, qui peuvent prendre des décisions dans un cadre quand même que vous avez fixé, parce qu'on ne veut pas que ça parte en vrille dans tous les sens, c'est assez exceptionnel comme perspective à mon avis. Alors un autre exemple, mais c'est pratiquement la même chose, hein, ça arrive par un message, l'agent traite, là en l'occurrence il se sert de Gmail, il se sert de Google Calendar, il se sert de Notion qui est une sorte de base de données qui permet de stocker des informations et des documents, surtout Notion est très bon pour les documents, Airtable est peut-être meilleur pour les datas pures, hein, c'est une sorte d'Excel amélioré Airtable, alors que Notion est meilleur peut-être pour les documents. Voilà. Ça peut être des workflows, hein, bon, qui se ressemblent un petit peu les deux, mais vous pouvez imaginer absolument tout ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de limite à ça. Dans la mesure où on arrive à se loguer à des outils, bon, plutôt connus quand même, un peu standards sur le marché, ou des outils verticaux de la profession qui sont un peu ouverts, qui sont sur Internet, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas mettre en place des automatisations de ce niveau-là. Alors, une dernière petite chose avant de partir dans notre exemple de gestion d'email, il faut comprendre aussi que l'agent IA, on peut le connecter évidemment à d'autres agents IA. Et chacun de ces agents IA va être doté lui-même d'outils éventuellement différents et complémentaires. Donc ça veut dire que là, il y a plus de limite à... Si la limite, c'est notre imagination, ou comme on dit des fois, la limite, c'est le ciel, ben là, je ne sais même pas si la limite, c'est le ciel, parce que là, on peut aller toujours plus haut. Il y a zéro
limite. D'accord? Donc, on peut créer plein d'agents qui vont se parler entre eux, qui auront leurs outils et qui vont peut-être prendre la suite les uns des autres et interagir les uns avec les autres. Ce qui est intéressant de rajouter là, Stéphane, c'est que en plus des outils, c'est qu'on peut avoir des modèles LLM différents pour chaque agent. Donc on peut très bien choisir un modèle LLM qui est très fort dans un type d'activité ou un modèle dans un LLM différent. En fait, chaque agent est autonome et il communique ben, comme nous avec des mots. Et en gros, chaque agent est spécialisé dans sa profession, utilise ses propres outils, utilise son modèle adéquat et communique avec un orchestrateur qui va lui envoyer l'intention de l'utilisateur. L'agent va la traiter, va la renvoyer à l'orchestrateur pour que lui réponde à l'agent. Donc, c'est une sorte de délégation virtuelle où chaque agent est expert dans son domaine. Voilà, et donc, comme tu le dis, on peut avoir des agents un peu cadres avec des sous-agents, hein. Et donc, bon, après, il faut pas peut-être mettre empiler trop de niveaux parce qu'on risque de s'y perdre un petit peu. Mais je dirais deux niveaux d'agents, ça peut très facilement s'envisager de façon à ce qu'il y ait un agent coordinateur au-dessus et des sous-agents qui soient très pointus, très spécialisés sur une partie de l'histoire, quoi. Tout à fait. OK. Alors. euh, pour la petite histoire, moi, ça fait quand même plusieurs mois que je tourne dans les cabinets et que je parle de ces outils d'automatisation, de ces agents, etc. On a à peu près toujours les mêmes objections, les mêmes contre-arguments qui disent oui, mais, et les oui, mais, ils sont dans mon tableau. Alors, je voulais vous les évoquer rapidement. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, j'ai voulu simplement, avant que vous monte maintenant le workflow, en parler, mais très, très vite. Il y a des gens qui ont peur quelque part de perdre un peu le contrôle de l'histoire, le contrôle des échanges. Bon, je pense que tout est tellement paramétrable et tellement contrôlable qu'à un moment donné, on peut mettre aussi des points d'arrêt dans les processus de façon à reprendre un peu la main. Et voilà. Et puis, je pense que progressivement, quand on voit que l'agent est sérieux, que les résultats sont bons et tout ça, peut-être qu'on enlève des points d'arrêt parce qu'on se dit, bon, maintenant, on peut laisser courir le truc, mais je dirais qu'il y a sûrement une montée en puissance graduelle pour rentrer dans les systèmes comme ça. Les risques d'erreurs liés aux envois automatiques, sincèrement, des erreurs, les êtres humains en font aussi, hein, il faut quand même pas se le cacher. Et un LLM, enfin, ou un agent avec un certain nombre d'outils, s'il est bien paramétré, des erreurs, il y en aura peut-être même beaucoup moins que des erreurs humaines. D'ailleurs, si je prends un parallèle, demain, on peut imaginer que les véhicules autonomes, peut-être un jour, on nous interdira de conduire parce que il y aura tellement moins d'accidents avec des véhicules autonomes complètement pilotés avec de l'IA qu'on voudra même plus que les êtres humains conduisent, quoi. Bon, peut-être ce qui nous attend, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, les erreurs, il y en a peu. Ensuite, la personnalisation des réponses, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. On peut mettre des variables partout, ce qui fait que la communication qu'on peut avoir, même dans un email ou un courrier ou ce que vous voulez, ça peut être tellement personnalisé avec en plus tellement de contexte. Hein, moi, j'imagine par exemple dans un CRM, quand on stocke des interactions qu'on a eues dans le passé avec des clients ou avec des prospects, si l'IA a l'accès à ces interactions-là et elle l'aura plus facilement qu'un être humain, elle va être capable, dans ses réponses, d'être encore plus pertinente qu'un être humain, que ce soit par téléphone, que ce soit par écrit, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas se dire non plus que l'IA et l'agent vont être moins bons que les autres. Bon, après, l'excuse de j'ai pas le temps, évidemment, quand on n'a pas le temps de gagner du temps, c'est mal parti, hein. Donc, nous, on est là pour passer du temps et faire des choses les plus standards possibles pour que ça puisse convenir au plus de professionnels que vous êtes possible. Et donc, c'est aussi pour ça que j'essaie de m'entourer de gens largement plus compétents que moi pour faire les choses, comme Davy ou comme d'autres personnes chez Experia, ou dans notre relation avec différents partenaires, prestataires. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse vous fournir des choses sans que vous ayez à y perdre du temps, sans que vous noyiez dans la technique et tout ça, parce que, bon, même si c'est pas très, très compliqué, il y a quand même des choses à savoir. Bon, tout ce qui est sécurité, confidentialité, etc., dans la mesure où on vous propose des serveurs qui sont sécurisés, qui sont en Europe, voire même en France, et donc avec des chiffrements, avec un certain nombre de choses qui sont donc cryptées,
des sécurités qui sont autour des serveurs et tout ça, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de problèmes que des datas qui peut-être se retrouvent aux États-Unis ou en Chine, parce que faut quand même se dire qu'il y a quand même des outils de compta aujourd'hui qui sont pilotés par des fonds d'investissement qui sont plus du tout français quand même, hein. Bon, donc là, à un moment donné, faut se poser les bonnes questions. Et puis ce qui passe dans vos boîtes mail aujourd'hui, ça passe par des tuyaux. Les tuyaux, ils sont passés dans le monde entier, hein. Donc si quelqu'un veut les intercepter aujourd'hui, tout ce que vous envoyez par email, tous vos coups de téléphone, tout ce qui s'est passé sur votre smartphone et tout ça, je pense que si des grands, très grands éditeurs de la place ont voulu avoir les infos, ils les ont aujourd'hui, hein. Donc bon, il faut relativiser quand même un petit peu sur l'histoire de la sécurité, mais il faut pas jouer avec, hein, mais voilà. Ensuite, les collaborateurs, je me suis rendu compte d'une chose qui était très emblématique, c'est que le fameux robot d'appel, là, le robot capable de discuter avec les clients, première réaction des gens, c'est de dire, oh, c'est pas pour nous ce truc-là, c'est pas possible ou machin. Et puis souvent, quand on faisait des séminaires de 2 jours, le deuxième jour, les gens disaient, ah ouais, ça serait pas mal quand même qu'il appelle pour récupérer des pièces à notre place. Ah, ça serait pas mal qu'il appelle pour prendre des rendez-vous. Ah ouais, ça serait pas mal. Et puis à la fin, c'est bon, et si on faisait un petit test là? Donc je me suis rendu compte que les collaborateurs, ils sont tout à fait prêts à jouer le jeu parce qu'ils sont pas idiots. Ils ont compris que ça allait eux-mêmes leur faire gagner beaucoup de temps. L'histoire des emails automatiques et tout ça, le style rédactionnel, alors sincèrement, un système qui est nourri avec de l'IA, avec des méthodes pour écrire des emails empathiques, chaleureux, tout ce que vous voulez, ça sera toujours mieux que ce que n'importe quel être humain est capable de faire. Ou alors vous êtes un pur littéraire et vous êtes un roi de la psychologie, des techniques d'influence et tout ça, mais je ne le crois pas, parce que ce n'est pas votre culture. Et donc, l'agent d'IA peut être capable d'écrire des choses qui seront bien meilleures que ce que n'importe quel être humain est capable de faire. L'intégration dans les outils, on va le voir et on en reparlera aujourd'hui avec justement ce protocole MCP et avec d'autres briques, N8N, etc. On va être capable de faire des choses assez prodigieuses. Donc ça, il n'y a plus de limite à ça. La visibilité en termes de ROI, je pense que si on a eu du mal à l'apercevoir depuis 2 ans, je pense qu'on va commencer à vraiment la voir. Ça, c'est un sujet, j'aimerais bien avoir ton avis juste un instant, Davy, là-dessus. Je pense qu'il y a des échecs au niveau des premières démarches autour de l'IA, parce que on se fait une sorte de grand film au début. C'est un peu le feu d'artifice des outils, des méthodes, des trucs, des machins, etc. Puis à la fin, on se dit, mais par où je commence? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je peux gagner du temps vraiment? Comment je peux le mesurer, etc. Donc, il y a une problématique assez forte de choix, de stratégie déjà, de choix des outils, des méthodes, etc. Et de calcul d'un ROI, d'indicateurs qui permettent de voir ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que ça, enfin, j'imagine que tu l'as déjà vécu dans beaucoup de tes missions dans le passé et même dans le présent aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus? Oui, ben, bah, ce qui est plus simple avec cette partie-là, on a une vision d'optimisation de temps, c'est qu'on le calcul est simple, c'est qu'on a un temps A et un temps B, on fait la différence et on a notre ROI, ce qui n'est pas valable sur enfin, tous les aspects qu'on veut toucher. En tout cas, sur celui-là, sur la partie optimisation du temps, c'est un ROI qui est facile à voir et percevoir. Vous allez même le percevoir vous-même dans vos journées. Donc, Hmm. c'est ce qui compte. Après, oui, moi j'ai eu d'autres missions où le ROI était plus compliqué à aller chercher. Mais aujourd'hui, dans ce qu'on vise, le ROI est très visible. Et quand on voit les taux d'ouverture, les réponses, enfin, je sais pas comment, le type d'outils que vous utilisez aujourd'hui, mais c'est ce qui se passe dans la partie marketing aujourd'hui en plein d'outils, les CRM, les envois d'emails automatiques. Ces métriques-là, elles sont connues et surutilisées. Donc, c'est des mesures et des KPI qui sont très communs. En fait, on se repose sur les mêmes pour calculer ce gain proposé en termes de temps. Hmm. Alors, sauf que pour ton information, parce que tu vis pas dans ce monde-là, tu vas le découvrir, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Sauf que toute cette entrée de ces techniques-là
essentiellement par le monde du marketing, du commercial, etc., ça n'a pas existé du tout dans la profession. Hmm. Ça n'a pas existé parce qu'il n'y avait pas ce besoin-là. Parce qu'on est sur des clients récurrents qui sont là pendant très longtemps, souvent. Enfin, quand ça se Ouais, passe bien, évidemment, ils sont là pendant très longtemps. Et donc, en fait, la problématique marketing, commercial, etc., elle n'a pas la même prégnance que dans n'importe quel autre bien secteur sûr. d'activité. Voilà. Hmm. Donc, du coup, ces mécaniques de calcul d'indicateurs, de ROI, etc., ont quasiment pas existé, quoi. Sauf à un moment donné où peut-être il y a eu, il y a 10 15 ans, une mode dans la démarche qualité dans certains cabinets, mais c'était vraiment une petite fraction des cabinets français qui ont emprunté cette démarche-là. Et donc, à l'époque, il y avait des indicateurs qui devaient être calculés dans ces démarches-là. Ok. Mais sinon, pratiquement, il faut se dire que au niveau indicateur, dans la gestion et dans l'organisation des cabinets aujourd'hui, et je connais très bien le sujet parce que ça fait 25 ans que je suis dedans, on n'a quasiment pas d'indicateurs aujourd'hui, ou très très peu, vraiment très très peu. D'accord? Donc on part à zéro sur le sujet. Par contre, sur l'IA, ça me semble extrêmement important d'arriver à trouver ces indicateurs-là, même des choses très simples. Ah, comme tu dis, on va vite ressentir dans sa journée que, effectivement, si on a arrêté de passer 2 heures et demie sur sa boîte mail et qu'on n'en a passé qu'une demi-heure, ça devrait se sentir assez vite quand même. Mais voilà, c'est plus diffus, quoi. Généralement, c'est des petits bouts de minutes glanés à droite ou à gauche, et donc c'est pas forcément aussi sensible. Mais je pense qu'à un moment donné, il faudra en avoir. Et moi, je sais que depuis 7 ans, je travaille sur un ratio tout bête qui divise le chiffre d'affaires des cabinets par l'effectif moyen de ces cabinets-là. Et en fait, on a une perte de productivité depuis 7 ans, alors qu'on a eu une montée en puissance colossale des outils et donc de l'enveloppe budgétaire de tout ce qui est Internet, informatique, hébergement, etc. Et en rapport, on n'a pas du tout le gain de productivité rapporté tout bêtement à un chiffre d'affaires, mais il y a un effet prix aussi qui a pu jouer dans l'autre sens, donc qui se fausse un peu mon indicateur, mais on n'en a pas d'autres quoi aujourd'hui. Donc Hmm. ça veut dire que je pense qu'avec l'IA, on peut revenir à un calcul d'indicateur qui me semble être tout à fait possible. Dernier point, peur de déshumaniser. Non, je l'ai dit à un moment donné, on veut vous débarrasser justement de tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour que vous puissiez passer plus de temps avec les clients, plus de temps avec les collaborateurs. Et donc, l'objectif, au contraire, c'est pas de déshumaniser, c'est au contraire de réhumaniser des choses qu'on n'arrivait même pas à faire tellement on était sous l'eau, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était un peu les 10 réponses à ces 10 questions, à ces objections qui sont tout à fait légitimes. N'oubliez pas notre objectif, il est là, hein. En tout cas, moi, le mien, c'est de vous faire gagner ça. Alors, on va rentrer dans le vif. Et là, je vais demander à David de prendre la main un instant. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais lui donner la main. Là, vous avez juste une copie d'écran. D'ailleurs, je l'ai même pas mise à jour, toi. J'ai pas eu le temps de notre workflow pour Gmail, donc pour la boîte Google email. On l'a fait dans la nuitaine avec de l'IA, avec de l'agentique. Je reviendrai sur l'histoire de l'agentique pour finir. Je vais te donner la main si tu veux bien et on va y Ouais. aller voir pour de vrai. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, le temps que tu affiches ton propre écran, c'est que je vais envoyer un email pour illustrer notre petit sujet et vous allez voir comment ça se passe. Alors, il y avait entre-temps, il y avait Julie qui nous demandait pourquoi. Bonjour, quand on est full hébergé déjà, logiciel de prod, explorateur et boîte mail, bah ça empêche pas de créer des connexions, Julie. Évidemment, multiplier les serveurs, c'est pas forcément une bonne idée, mais quand un serveur il coûte, enfin je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que le serveur que j'ai pris il y a quelques jours, c'était 6 ou 7 euros par mois. Bon, je me suis pas fait mal quoi en termes de budget. Et c'est pareil pour un cabinet, quoi. D'accord? Donc, si vous avez un serveur spécifique, comme je l'ai décrit tout à l'heure, qui ne vous sert que pour les automatisations, toutes les automatisations que vous voulez lancer, si c'est 6 7 euros, allez, même 10 euros par mois pour tout le cabinet, bon, on oublie qu'on a dépensé 10 euros par mois, tellement ça va vous rendre service, quoi. Voilà, donc je sais pas, j'espère que je réponds à votre question en vous disant ça. Voilà, on est chez toi là, Allez, David. parfait. Et Donc, donc du coup, là, dans c'est le, la le plateforme workflow. Nouvitaine. Oui. Donc, ça, c'est le workflow mentionné par Stéphane.
Donc on n'a pas mis, enfin on a certains agents dans le workflow, mais on n'est pas au mode qu'on voulait, enfin, qu'on a mentionné précédemment. On est plus sur un mode visuel qui montre un routage de messages. Donc je vais partager la démo. Donc on a en gros un déclencheur qui va se déclencher à chaque fois que je reçois un email sur la boîte, cette boîte Gmail. Cet email-là va être lu. Donc on va lire le sujet de l'email et le contenu. Et suivant ces éléments-là, donc on a une classification en 6 catégories et on explique à l'IA quels sont enfin, comment il peut catégoriser ces éléments-là. Donc là, on a expliqué des emails qui nécessitent une attention immédiate. Il faut que tu les rediriges sur la partie urgent. Donc on a différentes catégories comme ça qui permettent enfin, de rediriger l'email dans la bonne branche. Donc on a 6 branches et aujourd'hui on va voir la première branche. Donc la branche, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va labelliser l'email. Donc vous allez recevoir un email urgent. On va lui rajouter ce label urgent dans Gmail, que Stéphane repartagera son écran pour montrer les résultats. Après, on va aller dans un agent IA qui va prendre le contenu de l'email. On peut ouvrir même la partie prompt. Euh, ouais, pas très visible. Voilà, ça, c'est les instructions qui sont données à l'agent, qui lui disent, en gros, voilà, tu vas recevoir un email, lis-le en entier et réponds de façon claire. Voici un exemple et voici les procédures standards à suivre. Donc, il y a différents éléments, on va dire, nécessaires pour que l'IA réponde correctement. Ça, c'est la structure, on va dire, adéquate et idéale, où on a un rôle, donc on lui explique ce qu'il doit faire, un contexte, dans quel environnement il est, une liste d'instructions à faire, des outils, mais dans ce cas-là, on n'a pas d'outils, un exemple hein, ou des exemples, et la partie procédure standard sur la gestion de l'email. Voilà, quelques commentaires. Ça, c'est en gros le prompt clé, enfin, la structure d'un prompt clé en IA. Et après, une fois que donc l'agent aura rédigé une réponse, on continue le flow, et dans ce cas-là, on va créer un brouillon qui sera montré par Stéphane juste après, et on peut aller plus loin avec, donc là on l'a juste désactivé parce qu'on ne peut pas faire la démo visuelle, mais en gros, on peut envoyer un message WhatsApp qui indiquerait à Stéphane, bonjour Stéphane, un brouillon a été préparé dans votre boîte mail. C'est un message urgent, merci d'y prêter attention. Ça, c'est un exemple voilà, typique d'un flow qu'on pourrait mettre en place. Et après, on pourrait avoir des flows différents, des actions différentes suivant les labels que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc là, je vais lancer le workflow. Bon, Et vous allez voir que... j'envoie mon email à Davy. Oui, tu peux y Hein, aller. Donc vous allez voir, je vais juste... bah, tu peux l'envoyer, je vais le déclencher au bon moment. Et vous allez voir et- que le message va... Vous allez voir une ligne verte qui va transiter dans le workflow. Donc c'est très visuel et qui va arriver jusqu'au bout pour montrer la réponse qui sera partagée. Donc là, je vais lancer le flow. Donc, vous voyez que donc il a reçu l'email, il a classifié, il est parti en mode urgent. Donc là, on va aller voir ce qui s'est passé. Il a créé le brouillon, il a créé le draft, enfin le brouillon dans Gmail. Donc là, il est prêt à être envoyé. Donc là, si j'ouvre les boîtes, donc là, je vois le message qui a été envoyé par Stéphane à l'instant. C'est en gros le sujet urgent. Nous avons reçu un courrier de l'URSSAF pour un contrôle. Merci de votre aide. Donc ça a été donc classifié comme urgent. Donc là, on n'a pas forcément l'explication aujourd'hui, mais ça peut se mettre en place. L'IA peut expliquer pourquoi elle a pris ce raisonnement. On n'a pas cette feature-là aujourd'hui, mais enfin, c'est possible. Donc elle a classifié ces éléments-là dus sûrement au sujet de Stéphane qui était flagué urgent. Donc il y a différents indicateurs que l'IA va prendre en compte pour pouvoir classifier suivant les 6 catégories qu'on lui a demandé. Donc ensuite, il y a eu le label qui a été rajouté. Donc ça, on ira le voir en temps réel côté Gmail. Et là, c'est le brouillon. Donc là, c'est la réponse que l'IA a générée pour Stéphane. Donc bonjour Stéphane, nous allons prendre en charge votre courrier de l'URSSAF pour le contrôle et vous apporter toute l'assistance nécessaire. Donc, et après, il peut engager la conversation si nécessaire. Et ça, du coup, ça s'enregistre dans le brouillon. Ça, on ira voir côté Stéphane sur ok, Gmail. je vais leur montrer ma boîte mail. Ouais. Et donc, du coup, voilà, ça c'est.
un flow qui est basique. C'est pas forcément la version finale hein, qu'on a en tête. On aimerait plutôt aller sur la partie agentique avec ses mémoires et ses outils. Mais vous voyez que le concept est assez simple et très visuel pour montrer la façon dont une IA peut opérer. Donc il y a un déclencheur, un input, qui transite parmi plein de boîtes et à la fin, le brouillon dans ce cas-là a été créé par rapport au contexte de l'email qui a été envoyé. Donc, je sais pas si Stéphane, tu veux reprendre le contrôle. Oui, 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 je vais simplement reste un instant encore, s'il te plaît, Oui. David. Euh, Mhm. dans les boîtes qui sont entre les deux logos Gmail que vous voyez, il faut savoir que ça peut effectivement, là en l'occurrence, on peut générer un brouillon de réponse, hein. On peut renvoyer un email, on peut déclencher non pas un email, mais je sais pas, une alerte sur WhatsApp ou envoyer un SMS. On peut faire une synthèse si par exemple on a reçu une newsletter. La newsletter, l'IA peut la lire et vous en faire un résumé en 5 points. Auquel cas vous faites votre veille, c'est-à-dire que dès que en entrée de l'email d'un fournisseur de newsletter sur l'IA, par exemple, si ça vous intéresse évidemment, vous lui dites, bah, moi je veux que tu me résumes les 5 points clés de cette information, et comme ça, si je vois qu'il y a des points clés qui m'intéressent, j'irai lire la lettre plus tard. Ou sinon ben, s'il y a rien qui m'intéresse, je laisse tomber. Voire même, s'il n'y a pas de sujet qui m'intéresse, tu me supprimes l'email. Donc on pourrait même donner une instruction de suppression directe de l'email, ce qui peut vous éviter d'avoir des abonnements à différents prestataires qui vous font une sorte de blackout sur vos emails entrants et qui empêchent un certain nombre d'emails de rentrer. Ça coûte quand même de l'argent. On peut faire autrement et ça vous coûte quasiment zéro, hein. Ça peut être beaucoup de choses, beaucoup d'actions différentes derrière la classification de l'email et son interprétation. On peut faire énormément de choses derrière. Ça pourrait déclencher un courrier, ça pourrait, enfin, tout ce qu'on peut imaginer avoir comme réaction à la réception d'un email qu'on a pu classifier. Imaginez que l'agent IA, il est capable de déclencher l'action qui jusqu'à présent était essentiellement humaine. Il est capable de le déclencher par des voies 100% ou 90% automatisées. Et c'est là où vous allez faire des gains absolument considérables. Alors, je vais reprendre la main là pour le coup, si Oui. tu peux sortir, et je vais montrer mon écran. Et puis on regarde. Il y a une question dans le chat Oui. de Jocelyn. Oui, c'est tout à fait possible de le faire sur Outlook. Même il y a beaucoup de types enfin, de boîtes différentes. Aujourd'hui, on a pris l'exemple de Google, mais enfin, Stéphane a montré un screenshot pendant la présentation qui portait sur Outlook. Donc oui, tout est possible. Tant que la boîte mail est accessible sur Internet, il y a pas forcément, il y a 90% de chances qu'il y ait un connecteur qui existe aujourd'hui. Hmm. Tout est possible. Voilà, alors là vous avez la vision sur la boîte mail. Vous voyez l'email que j'ai envoyé. Alors moi je l'ai envoyé depuis, j'ai une boîte mail principale qui est sous Outlook, donc je l'ai envoyé depuis ma boîte mail principale Outlook jusqu'à ma boîte mail Gmail. Voilà, donc j'ai envoyé ça. C'était bien urgent. Bonjour, nous avons reçu un courrier de l'URSSAF pour un contrôle. Merci de votre aide, etc. Donc c'est ce qu'a montré Davy il y a un petit instant. Et donc automatiquement le système m'a labellisé mon email. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que vous voyez à gauche, j'ai tous mes labels qui sont là. J'ai mes 6 catégories, urgence, crise, client important, opération courante, etc. Donc c'est exactement les 6 branches qu'on a vues dans le workflow. Et si je regarde dans urgence, crise, hop, j'ai plus que les emails, et notamment le dernier, urgent, bonjour, etc. Et vous voyez, si je clique dessus, j'ai ici le brouillon qui est complètement configuré. Bon, je pourrais faire un peu plus de présentation, etc., avec peut-être une signature en pied de mail, et puis peut-être un email plus précis qui dit, voilà, OK, vous avez eu un truc de l'URSSAF, donc on aurait pu prévoir que pour un contrôle d'URSSAF, ou pour un contrôle fiscal, ou pour toute autre situation un peu problématique et récurrente, connue, on puisse lister dans l'email peut-être une liste de pièces ou d'informations qu'on va demander au client de nous envoyer pour commencer à préparer la défense, on va dire, du client vis-à-vis de l'URSSAF, du fisc ou d'autres organisations. D'accord? Donc ça, c'est complètement
complètement personnalisable et c'est complètement automatisé. Voilà. Donc là, ça veut dire que à tout moment, si vous dites, allez, je décide que désormais, je vais juste 2 fois par jour, par exemple fin de matinée et fin d'après-midi dans ma boîte mail, bah là, vous allez traiter par ordre d'importance ici les urgences crises, les clients importants, les opérations courantes de gestion. Et puis, plus on descend, alors bon, c'est un prérequis, on peut changer ça après, hein, mais plus on descend, moins il y a d'urgence, ou il n'y en a pas du tout d'ailleurs, et tout ce qui est spam, ça pourrait être même dégagé automatiquement. Plus on descend, bah, moins c'est important. Donc, au moins, si vous avez peu de temps, vous êtes sûr que vous avez traité au moins les 2 ou 3 premiers labels avec tous les emails qui sont dedans. Et là, vous laissez rien passer d'important, quoi. Même si vous laissez le reste non ouvert, non répondu, etc., non lu, c'est sans importance, parce que finalement, les trucs sont dégradés dans des catégories qui n'ont pas ou peu d'intérêt, ou en tout cas moins d'intérêt. Il y a peut-être des choses qui concernent la gestion interne du cabinet. Bon, bah, si c'est un problème de facturation, peut-être que ça peut attendre 3 jours, alors qu'un problème de contrôle fiscal ou d'URSSAF, le client, il a besoin d'être rassuré tout de suite, et donc il faut qu'on lui réponde tout de suite, quoi. Et le fait aussi parce qu'on a parlé de brouillon de réponse, mais peut-être que dans des cas très standardisés, on peut aussi envoyer un email automatique au client en retour, sans que ça passe par un brouillon, en disant tout de suite, OK, on accuse réception de telle chose. Voilà. Au moins, le client, il sait qu'on a pris en charge son problème. Avant même de se mettre vraiment en charge du problème, on dit, OK, on est prévenu, on a bien reçu, on est attentif à ça. Ben, le client, il est rassuré quand il reçoit ça. Quand ça met une semaine à remonter, là, il prend peur, parce qu'il se dit, oh là, mon cabinet, là, ils sont où, là, en ce moment? D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut éviter, hein, en vous donnant ce genre d'outils. Voilà, donc ça c'est l'exemple de ce qu'on peut faire dans Gmail, dans Outlook, même si vous étiez encore dans Lotus, il paraît qu'il y a des cabinets qui sont ou qui étaient encore dans Lotus il y a quelques temps, bon, ou des messageries, alors ça pourrait être Proton, si vous voulez une messagerie cryptée, parce qu'il y en a d'autres, hein. Mais en tout cas, alors messagerie cryptée, après, il faudra peut-être voir ce qu'on peut faire là-dedans. Mais en tout cas, sur des messageries plus conventionnelles qui occupent 95 ou 98% du marché, on sait parfaitement intervenir dessus et on sait parfaitement vous donner tout ce qu'il vous faut pour gagner un temps considérable. D'accord? Alors, je vais revenir Le maintenant. temps que tu repartages, je vais répondre à deux questions là, sur le Oui, chat. bien sûr. Donc, Julie, par rapport à la réponse sur les serveurs, c'était pas que le problème de coût, c'était aussi la faisabilité. Donc du coup, Julie, par rapport à ça, en gros, dès que les outils que vous utilisez déjà en full hébergé sont accessibles via Internet, on trouvera forcément un moyen de les connecter. Donc je sais pas quel outil vous utilisez qui pourrait ne pas être enfin, connecté ou accessible, mais on pourra discuter des outils, et des connexions. Et la seconde question Ibrahim sur les multi-adresses. Donc là, pareil, pour la question, je sais pas si tu l'as vu, Stéphane, mais c'était comment gérer plusieurs adresses dans le même cabinet. Donc, le déclencheur que vous avez vu, il est lié à un compte email, à un compte Gmail. On pourrait très bien avoir plusieurs boîtes, une par personne, et avec le même flot de travail. Donc, tout est possible. Et après, si vous avez une adresse générique pour tout le cabinet, voilà, ça sera dans le cas que j'ai montré où il y a un seul déclencheur. Donc, tout est possible, l'outil est très flexible, donc il faut juste arriver à comprendre les spécificités de chacun et trouver une solution. Mm. Alors les adresses génériques, soit on remonte 20 ans en arrière, à l'époque où l'email a été apparu, enfin même 25 ans en arrière ou plus, ce qui existe quasiment plus, je pense, sauf dans les cabinets qui sont pas dans la modernité. Non, après une adresse générique, ça pourrait s'imaginer si c'est par exemple une adresse spécifique pour capter par des outils qui vont scraper des sites web pour récupérer des factures, des choses comme ça. Auquel cas, oui, ça pourrait être soit une adresse unique, soit une adresse dédiée au client pour que ça tombe dans une boîte mail de réception qui soit également très spécifique. Donc, on peut imaginer tous ces cas de figure-là de toute façon, hein, mais c'est vrai que l'information que tu donnes en complément, qui est de dire, bah, de toute façon, qu'on s'occupe que de l'adresse mail de l'expert comptable, qui est peut-être est le seul expert comptable du cabinet, ou qu'on ait
X experts comptables et Y collaborateurs, de toute façon, tout est envisageable. À un moment donné, c'est qu'une question de paramétrage, c'est qu'une question de connexion donc à des accès de boîte mail, entre autres. Et puis après, en bout de chaîne, c'est aussi une question de connexion à des outils, notamment à des LLM, à différentes choses qu'on a dans l'agent IA. Mais sachez qu'après, tout est possible. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vous proposer quelque chose qui soit relativement standard et satisfaisant pour toutes sortes de cabinets, évidemment, parce que vous avez quand même une vie qui se ressemble, même si vous avez des organisations un peu différentes, avec des outils marginalement différents et tout ça, mais malgré tout, votre façon de réagir à un client qui est en galère, bah, c'est un peu chez tout le monde la même chose. Votre façon de gérer des aspects liés, je sais pas quoi, à un impayé du client qui vous dit j'ai des problèmes financiers, est-ce que vous pouvez m'étaler telle facture que j'ai reçue et dont j'ai rejeté le prélèvement en 3 fois, ben, vous allez lui dire, écoutez, oui, bon voilà, donc vous allez lui répondre par email sûrement. Donc voilà, nous, on a des schémas en tête aujourd'hui que j'ai étudiés dans les cabinets, où je sais qu'à peu près tout le monde, à 80-90% des cas, réagit de la même façon. Donc on va faire en sorte que nos processus, notre workflow, répondent à cette loi des 20-80, quoi, hein, quelque part. Ok, alors, on n'est pas loin de la conclusion. Maintenant, imaginons que on ait différents workflows avec des agents IA, que ces workflows soient liés entre eux, d'accord? Et qu'il y en a un qui s'occupe des tâches et de votre agenda, il y en a un qui s'occupe de vos réunions et du suivi de vos rendez-vous, qu'il y en ait un qui s'occupe de vos emails, qu'il y en ait un qui s'occupe du cabinet interne et des RH, qu'il y en ait un qui s'occupe de la gestion des obligations clients. On peut en citer peut-être 3, 4, 5 autres, hein, puisque on peut imaginer, entre guillemets, habiller tous les processus support, on va dire, du cabinet, et même des processus qui pourraient être reliés aussi à des outils de production, pourquoi pas. Imaginez que ça pourrait être quelque chose qui est installé brique par brique sur votre serveur, le fameux serveur VPS avec un 8N, avec une sécurisation, avec même peut-être des IA qui pourraient être locales, des small LM, comme on dit, hein, style Oliama de Meta ou peut-être d'autres, ou des choses chez Mistral, par exemple. Voilà, donc c'est sécurisé, c'est chez vous, c'est votre serveur. Là, la data, si vous l'envoyez là-dessus, vous pouvez envoyer un FAQ, un contrat de travail, analyser une DSN, etc. Si vous envoyez ça là-dessus, vous savez que vous ne l'envoyez pas chez OpenAI dans le public, quoi. Donc là, il y a plus aucun problème. Donc si tout ça, qu'on peut appeler quelque part un peu votre back-office, d'accord? Bon, on ne veut pas que vous alliez trop mettre les doigts là-dedans, parce que c'est malgré tout, vous avez vu les écrans, hein, quand Davy rentre dans des sous-écrans de paramétrage, bon, ouais, c'est un peu pointu quand même. Ça, c'est notre boulot, quelque part, de vous le procurer. Vous, il faut vous dire que vous avez toujours votre front office avec vos applications habituelles, qui sont vos applications bureautiques. Ça peut être la famille Office, ça peut être la famille Google. Ça peut être des outils périphériques de gestion de data comme Airtable, Notion, Monday. Je sais que certains cabinets ont un outil qui leur permet de gérer les obligations avec Monday, etc. Et puis évidemment, ça peut être tout l'écosystème de vos outils de production. Alors, ils ne sont pas tous là dans mon écran, mais il y en a quand même un certain nombre. On peut imaginer créer des interactions avec tout ce monde-là, avec des automatisations partout. Et ce que je voulais rajouter, et je fais le lien avec quelque chose dont j'ai parlé il y a déjà des mois en arrière, qui était la RPA, hein, la Robotic Process Automation, on peut imaginer que, comment dire, euh, que les éditeurs les plus anciens de la place puissent bénéficier de quelque chose qui s'appelle justement la RPA. Donc on imagine bien que des gens comme Penny Lane, comme Time, comme Income, comme Microsoft ou peut-être encore comme d'autres plus récents sont à la pointe de tout ça, à la pointe de la productivité, à la pointe de l'IA, etc., parce qu'ils en ont déjà nativement dans le truc, mais
Pour les outils qui sont plus anciens, qui sont robustes, mais qui n'ont pas au cœur l'IA, on peut imaginer que vous mettez de la RPA par-dessus et vous allez les faire remarcher pour 5 ans ou 10 ans si vous voulez, sans forcément faire des investissements massifs. D'accord? Donc, voilà. Alors, juste, Davy nous a quittés un peu brutalement parce que je sais qu'il avait un rendez-vous à 14 heures, donc il ne pouvait pas rester plus loin avec nous. Donc, je l'excuse de sa part hein, de nous avoir quittés ici. Voilà, dites-vous que le travail qu'on peut faire, il est en dessous du niveau de la mer, quelque part. Hein, c'est vraiment du back-office qui va relier un petit peu tout ce monde-là, mais qui va vous donner des gains de productivité colossaux. Et je reviens sur quelque chose, c'est que si vous pensez que l'IA, c'est seulement dans vos outils de production, vous vous trompez lourdement. Hein. Moi, je le vois au travers de mes analyses de productivité, de gains de productivité depuis des années. Je me rends compte que malgré le fait que les cabinets aient beaucoup investi dans les outils depuis des années et des années, avec des coûts qui augmentent, qui ont triplé en l'espace de 10 ans, la productivité absolue en divisant, je vous dis, le chiffre d'affaires par le nombre de collaborateurs, elle n'est pas en augmentation aujourd'hui, elle n'est pas en évolution, elle n'est même pas stable, elle est en baisse aujourd'hui. Donc il faut vous dire que tous les processus support, processus RH, d'organisation, de gestion interne, etc., de communication interne, d'organisation, voilà, rendez-vous, agenda, planning, réunion, etc., c'est là où demain vous allez faire des gains de productivité. C'est pas uniquement au moment où vous faites de la tenue ou de la révision ou des bulletins de paye. C'est sur tout le reste que vous allez gagner beaucoup de temps. D'accord? Donc c'est là où l'IA avec des workflows comme ce qu'on vous a montré, avec des serveurs sécurisés, avec tout ce qu'on peut mettre autour, c'est là où on peut faire des gains absolument colossaux. Voilà, je vais terminer parce que voilà, on est un tout petit peu en retard aujourd'hui, mais je pense que c'était intéressant. Et puis la présence de Davy était vraiment un gros plus dans notre session d'aujourd'hui. La prochaine fois, donc le 4 avril, on va revenir sur l'histoire de l'anonymisation des fichiers. Je vais parler un peu de santé aussi, parce que je sais que là, vous allez accumuler les heures, les jours, les week-ends, les soirées, voire les nuits, pour boucler votre campagne fiscale. Et donc là, votre outil numéro un, c'est quand même vous. Hein, et là, il faut faire attention. Donc voilà, on veut vous garder longtemps avec nous. Il y a plein de gens ultra sympas qui sont dans ce groupe qui nous suivent, et puis bon, plein de gens bien sympas aussi qui sont par ailleurs, qui sont pas présents aujourd'hui et dans les sessions habituelles. Donc, ce que je voudrais, c'est aussi qu'on vous donne peut-être quelques idées qui pourraient s'alimenter de l'IA, hein, pourquoi pas. Donc, voilà les sujets pour la semaine prochaine. On va revenir abondamment, donc on va travailler avec Davy et d'autres personnes sur cette constitution de workflow standardisé, livré clé en main sur des serveurs très costauds, très sécurisés, etc., pour qu'on puisse vous mettre des automatisations très rapides et très puissantes en place. Hein, donc ça, on va y bosser très fort ces prochaines semaines et ces prochains mois. Pour ceux qui voudraient en parler assez vite, ben, je suis à votre disposition. Sinon, ben, si vous voulez vous concentrer totalement pendant encore 2 mois ou 3 mois sur la production que vous avez, ben, écoutez, je ne peux pas vous en empêcher, bien évidemment. Mais prendre du temps pour gagner du temps, ça peut avoir du sens dès maintenant. Voilà. Je vous glisse un petit message comme ça en passant. Donc, je vous dis à vendredi prochain. Hein, ce support, comme d'habitude, va vous être à la fois envoyé pour certains d'entre vous qui êtes inscrits à ce webinaire, mais également sera sur la page web habituelle avec la vidéo. Donc, la vidéo, c'est un peu plus de temps parce qu'on a quelques coupes à faire et un petit peu de travail pour la monter, la mettre en place. Mais le diaporama, généralement, vous l'avez assez vite le samedi ou le dimanche. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, grand merci à vous. Merci pour vos questions, votre intérêt. J'espère que voilà, on pourra faire un chouette travail ensemble sur ces sujets-là. L'IA est un truc extraordinaire et les agents IA, c'est vraiment une dinguerie. Donc une dinguerie, mais une bonne dinguerie. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end à suivre. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.